Je me souviens de ce jour où je suis tombé sur ce miroir lors d'une vente de garage. C'était un samedi matin, je flânais entre les vieilleries, cherchant quelque chose de particulier pour décorer ma chambre. Et puis, je l'ai vu. Ce miroir ancien, encadré par du bois sculpté avec des motifs délicats, semblait sortir tout droit d'une autre époque. Il y avait quelque chose de fascinant dans son allure. Le vendeur, un vieil homme au visage marqué par le temps, m'a dit que ce miroir appartenait à sa grand-mère et qu'il était dans la famille depuis des générations. Il m'a raconté une histoire banale, comme quoi il avait été dans son grenier pendant des années, jusqu'à ce qu'il décide de s'en débarrasser. Ce détail m'avait paru étrange à l'époque, mais la beauté du miroir m'avait envoûté. Je ne pouvais pas m'en détacher. J'ai finalement accepté son prix sans négocier. En rentrant chez moi, j'ai accroché le miroir au mur de ma chambre. Il se fondait parfaitement avec l'ambiance que je voulais créer. Je me souviens avoir pensé que c'était exactement l'objet qu'il me manquait. Mais si j'avais su alors ce qui m'attendait, jamais je n'aurais ramené ce miroir chez moi. La première nuit après avoir installé le miroir, quelque chose d'étrange s'est produit. Je m'étais couché tard, épuisé, et tout semblait normal au début. Mais, au milieu de la nuit, un mouvement a attiré mon attention. Je me suis redressé, confuse, pensant que j'avais simplement rêvé. Mon regard s'est instinctivement dirigé vers le miroir. Dans la pénombre de ma chambre, j'ai cru voir une silhouette, floue, presque imperceptible, se déplacer dans le reflet. J'ai cligné des yeux, essayant de me convaincre que c'était un simple jeu de lumière, ou peut-être mon imagination qui me jouait des tours. Mais plus je regardais, plus j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Pourtant, en me tournant vers la pièce elle-même, tout était parfaitement immobile. Cette nuit-là, je me suis forcé à ne plus y penser. Après tout, ça devait être une illusion due à la fatigue. Le lendemain, j'ai balayé l'incident d'un revers de la main, me disant que c'était ridicule de s'inquiéter pour si peu. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que ce miroir n'était pas aussi inoffensif qu'il le paraissait. Les jours suivants, les choses ont empiré. Ce que j'avais pris pour de simples illusions devenait de plus en plus clair. Chaque soir, je voyais des ombres dans le miroir. Pas seulement des formes vagues comme au début, mais des silhouettes humaines, floues, qui semblaient se tenir derrière moi, dans le reflet. Pourtant, quand je me retournais, la pièce était vide. Un soir, alors que j'essayais de me persuader que tout cela n'était qu'un effet de ma fatigue, une silhouette m'a glacé le sang. C'était une femme, debout dans un coin du miroir, fixant directement mon reflet. Son visage était indistinct, mais ses yeux, eux, étaient parfaitement visibles. Je me suis retourné brusquement, le cœur battant à tout rompre, mais comme toujours, il n'y avait personne dans la chambre. Les nuits devenaient de plus en plus longues, peuplées de ces présences effrayantes qui me regardaient depuis l'autre côté du miroir. Le pire, c'étaient les murmures. De temps à autre, j'entendais des voix, de faibles chuchotements, comme si quelqu'un parlait juste derrière le verre. J'ai commencé à dormir de moins en moins, terrorisé à l'idée de ce que je pourrais voir la prochaine fois que je regarderais ce maudit miroir. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire des recherches sur cet objet. Ce que j'ai découvert m'a fait froid dans le dos. Le miroir appartenait à une femme accusée de sorcellerie il y a des siècles. On disait qu'elle avait été brûlée vive, forcée de regarder son propre reflet pendant son supplice. Plus j'en apprenais sur l'histoire de ce miroir, plus la peur grandissait en moi. La femme, accusée de sorcellerie, aurait maudit le miroir avant de mourir, promettant que son âme errerait à jamais dans le verre, tourmentant quiconque oserait s'en approcher. Chaque détail de cette légende faisait écho à ce que je vivais. Les murmures, les silhouettes, tout commençait à prendre sens. Une nuit, les choses ont pris une tournure encore plus terrifiante. Alors que j'essayais de dormir,
J'ai entendu un bruit sourd, comme un coup venant du miroir. Tremblante, je me suis levée pour vérifier. En m'approchant, j'ai senti un souffle glacé, comme si quelque chose se mouvait derrière la surface du verre. Et là, dans le reflet, je l'ai vue de nouveau. La femme. Mais cette fois, elle n'était plus seulement une ombre lointaine. Elle se tenait juste derrière moi, sa silhouette floue, mais ses yeux étaient remplis de haine. Terrifié, j'ai pris la décision de me débarrasser du miroir. Je l'ai descendu précipitamment et l'ai laissé sur le trottoir, espérant que quelqu'un d'autre le prenne. Je pensais que tout serait fini. Mais, à mon grand désarroi, le lendemain matin, en me levant, il était de retour, accroché à sa place sur le mur, comme s'il n'avait jamais bougé. C'était alors que j'ai compris que cette chose ne me laisserait jamais partir. Le soir suivant, j'étais à bout de nerfs. Je ne pouvais plus fuir, ni prétendre que ce miroir n'était qu'un objet inoffensif. Il était clair que quelque chose de maléfique y résidait, quelque chose qui se nourrissait de ma peur. La nuit tombée, la tension était insoutenable. Je m'assis sur mon lit, fixant le miroir, comme si je pouvais anticiper ce qui allait arriver. Puis, soudainement, la température dans la pièce chuta brutalement. Mon souffle formait des nuages de vapeur. Le miroir vibra légèrement, émettant un grincement aigu, et la silhouette apparut à nouveau, plus nette que jamais. La femme dans le reflet me regardait avec une intensité terrifiante, et cette fois, elle souriait. Mais ce n'était pas un sourire humain, c'était un rictus déformé, empreint de malveillance. Je me suis figé, incapable de bouger, tandis qu'elle avançait dans le reflet. Et avant même que je ne puisse comprendre ce qui se passait, sa main traversa la surface du miroir. C'était comme si le verre n'existait plus. Elle tendit la main vers moi, et tout autour de moi se mit à se distordre. La pièce, le lit, tout semblait se fondre dans une vision cauchemardesque où des flammes léchaient les murs et des cris étouffés résonnaient tout autour de moi. J'ai fermé les yeux, priant pour que ce soit un rêve, mais les cris devinrent plus forts. Quand je les ai ouverts de nouveau, la femme était là, debout devant moi, me regardant. Le miroir n'était plus une barrière. Le dernier souvenir que j'ai, c'est sa main froide serrant la mienne, me tirant vers l'obscurité. Le lendemain, les voisins m'ont retrouvé, prostré dans un coin de ma chambre, incapable de parler. Le miroir était intact, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, je savais que, d'une manière ou d'une autre, elle m'avait emporté avec elle. Et maintenant, c'est moi qui attends, de l'autre côté du verre, que quelqu'un d'autre regarde à son tour. Je me souviens parfaitement de ce jour où Jay découvert la boîte. C'était une journée ordinaire, ensoleillée, et je flânais dans une vente de garage sans rien de particulier en tête. J'aimais bien ce genre d'événement où l'on pouvait tomber sur des objets anciens, parfois étranges, souvent chargés d'histoires oubliées. C'est là que mes yeux se sont posés sur une vieille boîte en bois, placée à l'écart, comme si elle n'était pas censée attirer l'attention. Elle était assez simple à première vue, mais usée par le temps, avec des gravures à peine visibles sur le couvercle. Elle était fermée, scellée même, comme si quelqu'un avait voulu en enfermer le contenu pour toujours. Intrigué, j'ai demandé au vendeur ce qu'il y avait dedans. Son expression a changé instantanément. Il a évité mon regard, balbutiant quelque chose d'incompréhensible, avant de finalement dire qu'il ne l'avait jamais ouverte et qu'il n'en connaissait pas le contenu. Il m'a conseillé de ne pas m'en soucier, de passer à autre chose. Mais c'était trop tard. Mon intérêt était piqué, et plus il refusait de m'en dire davantage, plus je sentais que je devais avoir cette boîte. Sans plus réfléchir, je l'ai achetée pour une somme dérisoire.
Le vendeur semblait soulagé de s'en débarrasser, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais à ce moment-là, je n'y voyais qu'un objet curieux, peut-être un petit trésor caché à l'intérieur. J'étais loin de me douter de ce que cette boîte allait vraiment apporter dans ma vie. En rentrant chez moi, je n'ai pas pu attendre longtemps avant d'ouvrir la boîte. Quelque chose en elle exerçait une étrange fascination sur moi. Assis à la table de la cuisine, je l'ai observée sous tous les angles. Elle était légèrement lourde, mais je ne parvenais pas à deviner ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai trouvé un petit couteau et j'ai fait sauter le seau qui la fermait. À l'intérieur, il n'y avait rien de précieux en apparence, juste une collection d'objets étranges. Un vieux médaillon, un peigne cassé, un petit miroir fissuré sur un côté et au fond, une photographie jaunie. C'était une vieille photo de famille. 4 personnes posaient devant ce qui semblait être une ancienne ferme, leur regard figé dans le temps. L'image dégageait quelque chose de troublant, comme si ces gens ne voulaient pas être là, dans ce cadre. Je n'ai pas accordé trop d'importance à ces objets sur le moment, mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Un malaise que je n'arrivais pas à expliquer. Je me suis dit que j'étais simplement fatigué et je suis allé me coucher, laissant la boîte ouverte sur la table. Mais cette nuit-là, pour la première fois, j'ai entendu des bruits, des pas, venant du couloir, de la pièce voisine, et toujours, étrangement, proche de là où j'avais laissé la boîte. Je me suis levé pour vérifier, mais il n'y avait personne. Tout était calme. Pourtant, les bruits continuaient, comme si quelque chose se déplaçait lentement autour de moi, invisible mais présent. Les jours suivants, les phénomènes étranges se sont intensifiés. Ce qui n'avait commencé que par de simples bruits de pas devenait de plus en plus perturbant. Je pouvais sentir une présence, quelque chose qui n'était pas naturel. Chaque nuit, les sons revenaient, plus forts, plus proches. Des objets de la maison changeaient de place sans explication. Mon téléphone, posé sur la table de nuit, se retrouvait soudain dans le salon. Des portes se fermaient d'elles-mêmes, et il y avait parfois des courants d'air glacial, même si toutes les fenêtres étaient bien fermées. Je savais que tout cela venait de la boîte. Plus je passais de temps près d'elle, plus la sensation d'être observé devenait insupportable. La photo de famille, en particulier, semblait me hanter. J'avais l'impression que les visages sur l'image changeaient, que leurs yeux me suivaient. Un soir, en prenant la photo dans mes mains, j'ai cru voir un léger mouvement dans le fond de l'image, comme si quelque chose se déplaçait derrière les personnes figées. Les bruits devenaient de plus en plus violents. Ce n'étaient plus seulement des pas, mais des coups, des chuchotements incompréhensibles qui résonnaient dans les murs. J'étais certain que quelque chose ou quelqu'un était là, dans ma maison. Et chaque nuit, cette présence semblait se rapprocher, toujours en lien avec cette maudite boîte. C'était comme si les objets à l'intérieur étaient une clé, ouvrant un passage vers quelque chose de beaucoup plus sombre et sinistre. Poussé par la terreur croissante, j'ai décidé d'enquêter sur l'histoire de la boîte et de la famille de la photo. Après de longues heures passées à rechercher des informations en ligne et à consulter des archives locales, j'ai finalement découvert quelque chose de profondément troublant. La famille sur la photo était connue dans la région pour une tragédie horrifique survenue il y a plusieurs décennies. Ils avaient été assassinés dans leur maison et leurs corps avaient été découverts enterrés sous leur propre propriété avec leurs effets personnels, dont la boîte laissée avec eux. Les enquêtes n'avaient jamais abouti et l'affaire était restée non résolue, un mystère inquiétant pour les habitants du coin. En explorant les détails de l'affaire, j'ai appris que la boîte avait été retrouvée avec les corps, ainsi que d'autres objets personnels. La rumeur disait que les âmes de la famille étaient piégées avec leurs biens,
condamnant quiconque saine approchait à partager leur sort. Il semblait que la boîte avait été maudite et que ses possessions étaient imprégnées d'une énergie maléfique. Ce qui m'a vraiment glacé, c'est que l'histoire disait que les phénomènes observés par ceux qui entraient en possession des objets étaient les manifestations de l'esprit des victimes. Ils cherchaient à communiquer ou à se venger, incapables de trouver la paix. Tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent prenait alors un sens effrayant. Les bruits, les présences, les objets déplacés, tout cela faisait partie d'un schéma plus large, une tentative désespérée de ces esprits de signaler leur détresse et d'inviter quelqu'un à comprendre leur sort tragique. Mais comprendre n'était pas suffisant. Ils voulaient une résolution, et la boîte était le lien entre leur douleur et mon quotidien. Désespéré, j'ai décidé qu'il fallait mettre fin à cette terreur une bonne fois pour toutes. Jai essayait de me débarrasser de la boîte en la mettant à la poubelle, en la donnant à des amis, même en la laissant sur le bord de la route. Mais chaque fois, elle revenait inexplicablement dans ma maison, comme si elle était ancrée à moi par un lien invisible et maléfique. Les événements se sont intensifiés de façon alarmante. Des ombres noires semblaient se mouvoir dans les coins de la pièce. Des murmures incompréhensibles emplissaient l'air et les objets se déplaçaient de manière de plus en plus violente. J'ai même vu des formes fantomatiques se dessiner dans le miroir de ma salle de bain, se superposant à mon reflet avec des expressions de douleur et de colère. En apprenant l'histoire, je savais qu'il me fallait retourner au cimetière où la famille avait été enterrée, croyant que cela pourrait être la clé pour mettre fin à ce cauchemar. Jai prit la boîte, la photo et les objets retrouvés à l'intérieur, et je me suis dirigé vers l'endroit où les corps avaient été découverts. Il était tard dans la nuit lorsque je suis arrivé, le cimetière était enveloppé dans une brume dense. En creusant pour enterrer les objets, je sentais les mains glaciales des esprits me frôler, leur présence se faisant de plus en plus oppressante. Alors que je finissais de recouvrir la boîte, la terre sous moi a commencé à bouger. Les ombres se sont densifiées, formant des silhouettes menaçantes qui se rapprochaient. Avant que je puisse réagir, une force invisible m'a agrippé et m'a tiré vers le sol. La terre s'ouvrit autour de moi, m'engloutissant dans un abîme noir et glacé. Les cris des esprits se sont intensifiés, et je pouvais sentir les mains spectrales me saisir, me tirant vers le fond. La dernière chose dont je me souviens, qu'est de la sensation d'être enveloppé par l'obscurité, les cris se mêlant à un silence assourdissant. Quand les autorités ont retrouvé mon corps, il n'y avait aucune trace de la boîte ou des objets, seulement un trou profond et des signes inquiétants d'une lutte violente. Les objets avaient disparu, mais les murmures dans le cimetière continuaient, rappelant à ceux qui passaient par là qu'une partie de moi était restée, quelque part, parmi les ombres de cette boîte maudite. Nous étions en train de flâner dans une vente de garage dans le quartier voisin, un samedi après-midi tranquille. Mon fils, comme toujours, était attiré par les jouets empilés sur une vieille table en bois. Parmi eux, il y avait un ours en peluche, usé par le temps, avec un œil légèrement détaché et des coutures qui montraient des signes d'usure. Il n'était pas particulièrement joli, mais mon fils s'en empara avec enthousiasme. « Maman, je le veux !» dit-il, ses petits yeux pétillants de joie. « Maman, Mon mari et moi échangeâmes un regard hésitant. Le jouet avait l'air d'avoir connu des jours meilleurs, mais notre fils s'était déjà attaché à lui. La femme qui tenait la vente, une vieille dame au regard fatigué, nous observait en silence. Son visage exprimait quelque chose d'indéfinissable, peut-être une sorte de tristesse ou de regret. Lorsque je lui tendis l'argent,
Elle sembla hésiter un instant avant de le prendre, ses doigts tremblant légèrement. Elle n'a rien dit, se contentant de nous fixer d'un regard que je n'arrivais pas à interpréter. En repartant, j'avais une étrange sensation, comme si nous emportions plus qu'un simple jouet avec nous. Mais je chassais cette pensée, me disant que c'était probablement l'atmosphère de la vieille maison qui m'avait perturbé. La première nuit, après avoir amené Lourd en peluche à la maison, tout semblait normal. Mon fils l'avait placé fièrement sur son lit, juste à côté de son oreiller. Je l'ai bordé comme d'habitude, lui ai souhaité une bonne nuit, puis je suis sorti de la chambre en éteignant la lumière. Rien d'inhabituel, du moins c'est ce que je pensais. Le lendemain matin, en entrant dans le salon, Jay était surprise de voir Lourd en peluche assis sur le canapé. Mon premier réflexe a été de penser que mon fils l'avait amené avec lui pendant la nuit, mais quand je lui ai demandé, il a secoué la tête, perplexe. « Non, maman, je ne l'ai pas bougé. Il est resté sur mon lit. » Cette réponse m'a laissé une sensation étrange, mais Jay préférait ne pas insister. Peut-être qu'il l'avait déplacé sans s'en rendre compte, ou peut-être que c'était moi qui l'avais fait. Les journées sont souvent longues et épuisantes, alors il est facile d'oublier de petits détails comme celui-là. Cependant, cette explication ne me convainquait pas complètement. Les jours suivants, des choses similaires ont commencé à se produire. Lourd changeait de place pendant la nuit, apparaissant dans des endroits où il n'aurait pas dû être, d'abord dans la cuisine, puis dans le couloir, et même une fois, étrangement, dans notre chambre à coucher. Mon fils continuait d'affirmer qu'il n'avait rien fait. À ce moment-là, Jay commençait à ressentir un léger malaise, une sensation que quelque chose ne tournait pas rond, même si je ne pouvais pas encore l'expliquer. Les conversations entre mon fils et Lourd en peluche ont rapidement pris une tournure inquiétante. Ce qui avait commencé comme de simples échanges imaginaires entre un enfant et son jouet Ceste, transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre. Un soir, alors que je le bordais, il m'a chuchoté. « Lourd m'a dit d'éteindre toutes les lumières ce soir, maman. » Sa voix était calme, presque détachée, comme s'il répétait simplement ce qu'on lui avait dit de faire. Jay essayait de le rassurer, lui disant que c'était juste un jeu, mais il a secoué la tête. « Non, maman, il est sérieux. Il dit que si je ne le fais pas, quelque chose de mauvais va arriver. » À ce moment-là, un frisson glacé a parcouru mon dos. Mon fils avait toujours eu une imagination débordante. Mais cette fois, c'était différent. Il semblait vraiment effrayé. Les nuits suivantes, les choses se sont aggravées. Mon fils se réveillait en hurlant, disant que Lourd ne le laissait pas dormir. Il parlait de voix qu'il entendait, de chuchotements dans l'obscurité. Mon mari et moi avons commencé à entendre des bruits étranges dans la maison, des bruits de pas, des portes qui craquaient, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait discrètement. Parfois, en plein milieu de la nuit, j'avais l'impression d'être observé, une présence invisible mais palpable. La maison, autrefois chaleureuse et accueillante, avait maintenant une atmosphère lourde, oppressante. Chaque fois que je croisais le regard vide de cet ours en peluche, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une montée d'angoisse. Plus le temps passait, plus je me demandais si ce jouet n'était pas à l'origine de tout cela. Mais comment un simple ours en peluche pouvait-il causer autant de troubles? À bout de nerfs, mon mari et moi avons finalement décidé qu'il était temps de nous débarrasser de cet ours en peluche. Il n'y avait plus aucun doute dans nos esprits. Ce jouet était au cœur de tout ce qui se passait. Un soir, après avoir mis notre fils au lit, nous avons pris Lourd, l'avons mis dans un sac poubelle et l'avons jeté dans la benne à ordures au bout de la rue. En revenant à la maison, nous avons tous les deux ressenti un étrange soulagement, comme si nous venions de nous débarrasser d'un poids invisible. Mais ce sentiment n'a pas duré.
Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner, mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai aperçu l'ours en peluche, assis tranquillement sur la table de la cuisine, comme si rien ne s'était passé. Je suis resté figé, incapable de comprendre comment il avait pu revenir. Mon mari était tout aussi choqué. Nous l'avions jeté, nous en étions sûrs. Nous avons tenté à nouveau de nous en débarrasser, cette fois en essayant de le brûler dans le jardin. Mais les flammes semblaient éviter le jouet, refusant de l'engloutir. Quand nous avons enfin réussi à le faire brûler, il est réapparu dans la maison, intact, le lendemain matin. C'est alors que les phénomènes paranormaux ont commencé à se multiplier. Des portes se fermaient violemment, sans raison apparente. Les lumières s'éteignaient et se rallumaient seules, et des murmures inaudibles résonnaient dans toute la maison. Mon mari et moi commencions à perdre pied, à nous disputer pour des broutilles, sous l'effet de la tension croissante. Chaque nuit devenait une épreuve, avec la peur constante que quelque chose de plus grave ne survienne. Plus le temps passait, plus il devenait clair que nous étions piégés. Ce n'était plus seulement l'ours en peluche qui était le problème, mais quelque chose de bien plus sombre, de plus ancien, qui semblait avoir pris racine dans notre maison. Déterminés à comprendre ce qui nous arrivait, nous avons commencé à enquêter sur l'origine de cet ours en peluche. Nos recherches nous ont finalement conduits à la femme qui nous l'avait vendu lors de la vente de garage. Quand nous sommes retournés chez elle, elle était réticente à parler, mais après notre insistance, elle a fini par avouer une histoire troublante. L'ours avait appartenu à son fils, décédé tragiquement plusieurs années auparavant dans un incendie qui avait ravagé leur maison. Elle nous a révélé que, depuis ce jour, l'ours semblait hanté par la présence de son fils ou de quelque chose d'autre qui s'était attaché à lui lors de l'accident. Chaque famille qui avait possédé l'ours avait connu des événements inexplicables et sinistres jusqu'à ce qu'ils finissent par s'en débarrasser. Mais l'ours revenait toujours. En découvrant cela, nous avons compris que l'esprit de l'enfant, ou peut-être une force plus maléfique, était lié à ce jouet, et qu'il ne partirait pas tant que nous n'aurions pas affronté cette présence. Désespérés, nous avons consulté une spécialiste en paranormalité qui a accepté de venir à la maison pour essayer de couper ce lien malveillant. La séance a été terrifiante. Dès qu'elle a commencé, la maison a été plongée dans une obscurité oppressante, les murs semblant vibrer sous une force invisible. La médium a invoqué l'esprit, révélant la douleur et la colère qui s'accrochaient à l'ours, mais aussi une autre entité, plus ancienne, nourrie par cette souffrance. La confrontation a été intense, avec des objets volant à travers la pièce et des murmures remplis de haine s'élevant du silence. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, le calme est revenu. L'ours en peluche était toujours là, mais quelque chose avait changé. La médium nous a dit que la connexion avait été brisée, que l'esprit était enfin libéré, mais que nous devions nous en débarrasser définitivement, cette fois en l'enterrant loin de notre maison, dans un endroit sacré. Nous avons suivi ses conseils, et depuis, la maison est redevenue silencieuse. Pourtant, chaque fois que je passe devant le placard de notre fils, j'ai toujours un frisson dans le dos, me demandant si nous avons vraiment tout laissé derrière nous. C'était un samedi ensoleillé, lorsque nous avons décidé de faire un tour par le quartier pour découvrir quelques ventes de garage. Mon mari, notre fils et moi adorons chiner des objets vintage, et ce jour-là, une petite maison au bout de la rue a attiré notre attention. La maison appartenait à un vieil homme reclus que nous n'avions jamais vraiment vu, mais la pancarte vente de garage et l'accumulation d'objets anciens sur la pelouse nous ont poussés à nous arrêter. En explorant les divers articles, je suis tombé sur un vieil album de photographies.
La couverture était usée, le cuir craquelé par le temps, et il semblait n'avoir pas été ouvert depuis des décennies. Je l'ai feuilleté par curiosité. À l'intérieur, les photos étaient en noir et blanc, montrant la maison du vieil homme à différentes époques. C'était fascinant de voir comment la maison avait changé au fil des ans, mais ce n'était rien de particulièrement remarquable. Je n'y ai pas pensé davantage et ai ajouté l'album à notre pile d'achat. Nous avons aussi pris quelques autres objets, une vieille horloge, des livres poussiéreux et une lampe vintage. Mon mari plaisantait en disant que nous avions trouvé des trésors cachés et notre fils, insouciant, courait autour de nous en s'amusant avec un vieux jouet. Tout semblait parfaitement normal à ce moment-là, mais en regardant en arrière, je me rends compte que c'était là que tout a commencé. Ce soir-là, après avoir rangé nos trouvailles, nous avons décidé de nous installer dans le salon pour feuilleter l'album plus attentivement. Au début, tout semblait banal. Des photos de la maison à différentes époques, des images du jardin bien entretenu et quelques portraits du vieil homme plus jeune, probablement avec sa famille. Mais plus nous avancions dans les pages, plus quelque chose d'étrange attirait mon attention. Sur certaines photos, des personnes que nous n'avions jamais vues apparaissaient. D'abord, je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait de membres de la famille ou d'amis du propriétaire. Mais il y avait quelque chose de dérangeant dans leurs expressions. Ils semblaient terrifiés. Chaque visage affichait une peur palpable, comme s'ils étaient sur le point de crier ou de fuir. Ces personnes, toujours présentes en arrière-plan, paraissaient prises dans des moments de panique intense, leurs regards suppliants tournés vers l'objectif. Je me suis senti mal à l'aise, mais j'ai essayé de rationaliser. Peut-être était-il simplement surpris ou effrayé par quelque chose d'anodin. Pourtant, en continuant à tourner les pages, les scènes devenaient de plus en plus troublantes. Dans une photo, une femme était à moitié cachée derrière un rideau, ses yeux grands ouverts, fixant quelque chose hors du cadre. Dans une autre, un homme se tenait à la porte, le visage pâle, les mains tremblantes. Mon mari a également remarqué l'étrangeté des images. C'est bizarre, non? Pourquoi serait-il si effrayé sur des photos de famille? M'a-t-il demandé, visiblement aussi perplexe que moi. Nous avons fini par refermer l'album, un sentiment d'inquiétude s'installant en nous. Nous ne pouvions pas nous débarrasser de l'impression que quelque chose clochait profondément avec ces photos. Les jours suivants, les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Ce qui avait commencé par un simple malaise s'est transformé en une véritable peur. Des événements inexplicables se sont produits dans la maison et tout a semblé commencer après que nous ayons regardé cet album de photos. Tout d'abord, ce furent de petits incidents, des objets déplacés, des portes qui se fermaient seules, des bruits de pas dans les couloirs alors que tout le monde dormait. Notre fils se réveillait souvent en pleine nuit, en larmes, affirmant avoir vu des personnes effrayantes dans sa chambre. Mon mari et moi avons essayé de le rassurer, disant que ce n'était que des cauchemars, mais nous savions au fond de nous que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, nous avons entendu un bruit sourd venant du grenier. Mon mari est allé vérifier, pensant que c'était peut-être un rat ou un oiseau qui s'était introduit, mais quand il est redescendu, il avait l'air secoué. « Il n'y a rien là-haut », m'a-t-il dit, la voix tremblante. Mais j'ai trouvé l'album. Il était au milieu du grenier, ouvert à une page que nous n'avions jamais vue. Sur cette page, une nouvelle photo était apparue. C'était une image de notre propre maison, prise à un angle que nous ne pouvions pas reconnaître. Mais ce qui nous a glacé le sang, c'était la présence d'une silhouette sombre, indistincte, qui se tenait à l'extérieur de la fenêtre de notre salon.
une silhouette que nous n'avions jamais remarquée auparavant et qui semblait nous observer. À partir de ce moment, les événements étranges ont empiré. Les lumières clignotaient, les ombres semblaient se mouvoir d'elles-mêmes, et nous sentions constamment une présence autour de nous, quelque chose de froid et de malveillant. Plus nous essayions d'ignorer l'album, plus il semblait se manifester, comme s'il réclamait notre attention. Inquiets et épuisés, nous avons décidé de faire des recherches sur le passé de l'idéo de la maison où nous avions acheté l'album. Nous espérions trouver une explication logique aux événements étranges qui se produisaient chez nous. Après quelques enquêtes, nous avons découvert des informations troublantes. Le vieil homme s'appelait Monsieur Deschamps et il avait toujours été une figure mystérieuse dans notre quartier. Nous avons appris qu'il était connu pour être très reclus et qu'il n'avait jamais eu de visite régulière, même de la part des voisins. Les anciens résidents du quartier nous ont raconté que Monsieur Deschamps avait vécu des choses terribles dans cette maison. En parlant avec certains anciens voisins, nous avons entendu des rumeurs inquiétantes. Il semblerait que des gens aient disparu autour de cette maison, des personnes qui avaient été vues pour la dernière fois près de chez lui. Certains affirmaient même que Monsieur Deschamps était impliqué dans des pratiques occultes, tentant de communiquer avec des forces au-delà de notre compréhension. Les détails étaient flous, mais le motif de leur disparition semblait toujours revenir à la maison et à son propriétaire. Quand nous avons confronté Monsieur Deschamps à propos de l'album, il est devenu très agité. Il a essayé de nous convaincre que tout cela n'était que des vieilles légendes sans fondement, mais nous avons remarqué qu'il évitait notre regard et semblait terriblement nerveux. À un moment, il a murmuré quelque chose à propos de secrets trop lourds à porter et de crimes passés qui ne peuvent être effacés. Tout était en train de s'éclairer. Les photos montrant des visages horrifiés n'étaient pas simplement des images de personnes prises au mauvais moment. Elles représentaient probablement les victimes des disparitions mystérieuses, piégées d'une manière ou d'une autre dans l'album. Et ce jouet était un moyen de garder leur douleur et leur terreur vivants. La maison, l'album, tout semblait lié à une malédiction ancienne et à des forces que nous ne comprenions pas entièrement. C'était désormais évident que nous devions trouver un moyen de briser ce lien maléfique avant qu'il ne soit trop tard. Avec la prise de conscience de ce qui se cachait derrière l'album, nous avons décidé d'agir rapidement. Nous avons essayé plusieurs fois de nous débarrasser de l'album. Nous l'avons brûlé dans notre cheminée, mais il est réapparu, intact, au milieu du salon le lendemain matin. Nous avons tenté de le jeter à la poubelle, seulement pour le retrouver à nouveau sur la table de la cuisine. Chaque tentative de se débarrasser de ce maudit album n'a fait qu'aggraver les manifestations paranormales dans notre maison. Les nuits devenaient de plus en plus terrifiantes. Les bruits de pas se faisaient plus forts. Des voix murmurantes semblaient provenir des murs et des ombres obscures traînaient dans les coins. La situation est devenue insupportable et nous avons décidé de revenir voir Monsieur Deschamps pour obtenir des conseils sur ce que nous devions faire. Il nous a révélé, avec une expression de terreur pure, que l'album était en fait un portail. Les âmes des personnes disparues avaient été piégées à l'intérieur, condamnées à vivre leurs derniers moments de terreur encore et encore. L'album ne pouvait pas simplement être détruit ou jeté. Il fallait briser le lien qui le maintenait actif. Monsieur Deschamps nous a conseillé de consulter un spécialiste en phénomènes paranormaux pour tenter de réaliser un rituel afin de libérer les âmes et de fermer le portail. Nous avons pris rendez-vous avec une médium réputée qui est arrivée chez nous avec une série d'objets rituels et des incantations sacrées. La séance a été un tourbillon de terreur. La maison semblait se soulever sous la pression d'une force invisible,
et les objets volaient dans tous les sens. La médium a invoqué les esprits et tenté de restaurer l'équilibre, mais chaque tentative semblait échouer, avec des cris et des murmures se mêlant à une noirceur grandissante. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, il y a eu un calme étrange. L'album était toujours là, mais quelque chose semblait avoir changé. La médium nous a dit que la connexion avait été rompue, que les âmes étaient maintenant libres, mais nous devions nous débarrasser définitivement de l'album de manière appropriée. Nous avons suivi ses conseils en l'enterrant loin de notre maison, dans un endroit sacré. Depuis, la maison est redevenue calme et les événements étranges ont cessé. Cependant, chaque fois que je pense à cet album, une peur persistante m'envahit, me demandant si nous avons vraiment tout laissé derrière nous ou si quelque chose continue de nous surveiller, caché dans les ombres. Je me souviens encore de ce matin étrange où je suis tombé par hasard sur cette petite vente de garage. C'était une journée banale, sans rien de particulier, jusqu'à ce que je voie cet objet. Parmi les bibelots poussiéreux et les vieilles reliques, un ancien et magnifique montre à gousset attira mon attention. Elle semblait presque briller sous la lumière du soleil, comme si elle m'appelait. Le vieil homme derrière la table m'observait silencieusement tandis que je prenais la montre dans mes mains. Elle était lourde, en métal usé, mais son mécanisme paraissait toujours intact. « Combien pour celle-ci » lui ai-je demandé, essayant de cacher mon intérêt. Il m'a regardé fixement avant de répondre d'une voix basse et rauque. « Ce n'est pas cher. Mais vous devez savoir une chose. Cette montre, elle revient toujours à son propriétaire. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Quelle façon curieuse de vendre un objet si banal. Ignorant son avertissement, j'ai sorti quelques billets et les ai tendus. Il a pris l'argent sans un mot de plus, ses yeux semblant percer les miens. Je ne savais pas encore que cet instant banal marquerait le début d'un cauchemar. Au début, tout semblait normal. La montre était simplement un objet de collection, un souvenir étrange de cette vente de garage. Mais très vite, des choses ont commencé à se produire. Des petites choses, presque insignifiantes, mais suffisamment perturbantes pour me faire douter de ma propre perception. Je me souviens d'une matinée où j'avais posé la montre sur la table de nuit. Quelques heures plus tard, elle avait disparu. Je l'ai cherchée partout, retourné chaque tiroir, chaque recoin de la maison, sans succès. Puis, le soir, elle était là, à nouveau sur la table de nuit, exactement là où je l'avais laissée. Je me suis dit que c'était mon esprit qui me jouait des tours. Peut-être l'avais-je mal posée, ou quelqu'un avait fait une blague. Mais ce n'était que le début. Les objets autour de moi commençaient aussi à changer de place. Des clés que je jurais avoir laissées dans le couloir apparaissaient dans la cuisine. Des livres se déplaçaient sans que je les touche. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'était le temps lui-même. Je regardais la montre et ses aiguilles semblaient tourner plus vite que d'habitude, comme si elles marquaient un temps différent, étranger au mien. J'ai essayé de l'ignorer, de l'enfermer dans un tiroir, mais chaque fois que je le faisais, elle réapparaissait quelque part où je ne l'avais pas mise, comme si elle refusait d'être oubliée. La situation a rapidement dégénéré. À chaque fois que je tentais de me débarrasser de la montre ou que je la laissais de côté, des choses plus inquiétantes se produisaient. Un jour, je l'ai volontairement oubliée chez moi en partant au travail. À mon retour, la maison semblait différente. L'air était plus lourd, une tension inexplicable flottait dans chaque pièce. C'est alors que j'ai failli être renversé par une voiture en traversant la rue devant chez moi, un véhicule que je n'avais même pas vu venir, comme si le temps avait ralenti, juste pour me faire réaliser ce qui aurait pu arriver. Mais ce n'était pas tout. Des accidents étranges ont commencé à se multiplier. Des objets tombaient sans raison autour de moi,
Des lumières s'éteignaient soudainement, et parfois, je perdais complètement la notion du temps. Il m'arrivait de regarder l'horloge sur le mur, puis, en clignant des yeux, de réaliser que des heures entières s'étaient écoulées, comme si je m'étais évaporé dans une sorte de vide temporel. Chaque fois que j'essayais de mettre de la distance entre la montre et moi, c'était pire. Une nuit, je l'ai jetée dans un tiroir fermé à clé. Le lendemain matin, elle était là, posée délicatement sur ma table de chevet, comme si elle n'avait jamais quitté cet endroit. C'est à ce moment que j'ai compris. Je ne pouvais pas échapper à cette chose. Chaque tentative de m'en débarrasser semblait provoquer des événements de plus en plus dangereux, et le temps lui-même, autour de moi, se comportait de manière anormale, comme si cette montre avait le pouvoir de plier la réalité à sa volonté. Désespéré et terrifié, j'ai décidé de mener une enquête. Il fallait que je comprenne d'où venait cette montre et pourquoi elle avait un tel pouvoir sur moi. Je suis retourné voir le vieil homme de la vente de garage, mais il avait disparu. Personne dans le quartier ne se souvenait de lui, comme s'il n'avait jamais existé. C'est en fouillant dans des archives locales que j'ai découvert quelque chose de terrifiant. Le précédent propriétaire de la montre, un certain Alexandre Morel, était mort dans des circonstances horribles. Son corps avait été retrouvé dans son appartement, mutilé, et l'enquête avait conclu à un meurtre brutal, bien que l'assassin n'ait jamais été retrouvé. Mais ce qui m'a frappé, c'était un détail mentionné dans le rapport de police. La montre à gousset avait été retrouvée dans sa main, intacte malgré le carnage. En creusant davantage, j'ai découvert que chaque propriétaire de la montre avait souffert d'une mort violente ou mystérieuse. Tous avaient essayé de s'en débarrasser, et à chaque fois, la montre revenait, inexorablement, avant de provoquer une série de tragédies. Les histoires parlaient de perte de temps, de visions déformées, d'événements inexplicables qui s'étaient produits avant leur mort. C'est alors que j'ai compris que cette montre n'était pas seulement un objet maudit, elle était une sorte de piège temporel, un cycle de souffrance et de mort auquel personne ne pouvait échapper. Chaque tentative de se défaire d'elle conduisait inévitablement à une fin tragique, et j'étais le prochain sur la liste. À ce stade, je savais que je ne pouvais plus fuir. La montre ne me quitterait jamais, et chaque seconde passée à l'ignorer semblait jouer contre moi. Jay décidait de la détruire, de mettre fin à cette malédiction, même si une part de moi savait que c'était futile. Jay essayait de l'écraser avec un marteau, de la brûler, même de la jeter dans une rivière. À chaque fois, elle réapparaissait, intacte, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Une nuit, tout bascula. Je me suis réveillé en sursaut, le souffle coupé. Mon appartement était plongé dans une obscurité lourde, oppressante, et j'entendais des bruits, des murmures, comme des voix venant d'un autre temps. Jay regardait l'horloge sur le mur. Elle tournait à une vitesse impossible. Le temps lui-même se déformait autour de moi, et dans un éclat de terreur, Jay réalisait que je n'étais plus seul. C'est à ce moment que j'ai été plongé dans des souvenirs qui n'étaient pas les miens. J'ai revécu les derniers instants d'Alexandre Morel, ressenti sa peur, son impuissance face à cette montre qui semblait sucer sa vie. J'ai vu, comme à travers ses yeux, le moment de sa mort brutale, et j'ai compris que c'était mon avenir, que le cycle allait se répéter. Quand je suis revenu à moi, la montre était à nouveau dans ma main, glacée contre ma peau. Je savais alors que je ne pourrais jamais échapper à son emprise. Le temps autour de moi n'était plus une constante, il était devenu un piège, se refermant lentement. Le cycle recommençait, et la montre attendait, patiemment, que ma fin arrive. Le destin était scellé. Je me promenais tranquillement dans un vide-grenier de quartier, à la recherche de quelque chose d'unique, peut-être une petite décoration pour mon appartement.
C'est alors que je l'ai vue, une belle poupée de porcelaine, soigneusement posée sur une vieille étagère. Elle avait un visage si délicat, presque humain, avec des yeux d'un bleu perçant et des lèvres finement peintes en rouge. Je n'ai jamais été du genre à collectionner des poupées, mais quelque chose dans son expression m'a attiré, comme si elle m'appelait silencieusement. Je me suis approché, incapable de détourner le regard. Le vendeur, un homme d'âge mûr, m'a regardé en souriant légèrement. « Elle a une longue histoire », m'a-t-il dit, sans donner plus de détails. Sans vraiment réfléchir, je l'ai achetée. Je me souviens d'avoir ressenti une légère gêne en la prenant dans mes mains, comme si elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Mais j'ai ignoré cette impression et je suis rentré chez moi, plaçant la poupée sur une étagère dans ma chambre, juste en face de mon lit. Je ne savais pas à ce moment-là que cet achat impulsif allait bouleverser ma vie. Les premiers jours, tout semblait normal. La poupée était juste là, décorative, immobile sur son étagère. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Parfois, en rentrant du travail, il me semblait que son expression avait changé. Son sourire, qui était autrefois neutre, semblait maintenant légèrement différent, presque moqueur. Et ses yeux, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils semblaient me suivre du regard. C'était comme si elle m'observait. Je me suis dit que c'était juste mon imagination. Après tout, c'était une simple poupée de porcelaine, non? Pourtant, un matin, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. Je me suis réveillé, et elle n'était plus dans la même position. Je l'avais laissée debout, bien droite sur l'étagère. Mais là, elle était légèrement inclinée, comme si quelqu'un l'avait déplacée pendant la nuit. J'ai essayé de me convaincre que je l'avais peut-être bougée sans m'en rendre compte. Peut-être l'avais-je accidentellement heurtée en passant à côté de l'étagère. Mais cette sensation de malaise ne me quittait plus. Je commençais à avoir l'impression que quelque chose clochait vraiment avec cette poupée. Les nuits suivantes, tout a pris une tournure beaucoup plus sombre. C'est là que les cauchemars ont commencé. Chaque nuit, je rêvais de la poupée, mais elle n'était plus simplement posée sur son étagère. Dans mes rêves, elle se déplaçait, marchant dans ma chambre, ses yeux rivés sur moi. Et toujours, derrière elle, une silhouette féminine, indistincte, se tenait dans l'ombre, enveloppée d'un voile sombre. Je ne pouvais jamais voir son visage, mais je ressentais sa présence oppressante. Elle semblait diriger la poupée, comme si elles étaient liées d'une manière sinistre. Je me réveillais en sueur, le cœur battant à toute vitesse, et à chaque fois que je jetais un coup d'œil à l'étagère, la poupée était toujours là, dans une nouvelle position, comme si elle avait bougé pendant la nuit. Un jour, je l'ai retrouvée sur la table du salon. Je vivais seul, il n'y avait aucune raison qu'elle soit là. Le sentiment d'être observé devenait insupportable. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter et chaque ombre me semblait menaçante. Les cauchemars se faisaient de plus en plus intenses et la silhouette voilée devenait de plus en plus présente. C'était comme si, nuit après nuit, elle se rapprochait de moi et je me sentais piégé, incapable de fuir cette terreur. Désespéré par cette situation devenue insupportable, j'ai décidé de me débarrasser de la poupée. J'ai pris la décision de la jeter à la poubelle, pensant que cela mettrait fin à cette malédiction. J'ai pris la poupée, l'ai enveloppée dans plusieurs sacs poubelles et l'ai mise dans la benne à ordures près de chez moi. En revenant chez moi, je me sentais enfin soulagé, croyant que j'avais mis un terme à tout ce cauchemar. Mais le lendemain matin, en ouvrant la porte de ma chambre, j'ai eu un choc. La poupée était là, posée sur l'étagère comme si rien ne s'était passé. Je pensais avoir rêvé, ou que quelqu'un avait dû la ramasser. J'ai immédiatement vérifié les sacs poubelles et la benne, mais il n'y avait aucune trace de la poupée. Elle était de retour, intacte. Dans un élan de panique,
J'ai décidé de la détruire. J'ai pris un marteau et j'ai commencé à frapper la poupée, à briser la porcelaine en morceaux. J'étais presque hystérique en regardant les morceaux se répandre. Je pensais avoir enfin réussi, mais le lendemain, la poupée était là à nouveau, entière, comme si rien ne s'était passé. Je me suis alors rendu compte que mes efforts étaient vains. Chaque tentative de me débarrasser d'elle ne faisait qu'aggraver les choses, la poupée réapparaissant toujours comme si elle était vivante et décidée à me suivre partout. À ce stade, il était clair que je ne pouvais plus échapper à cette poupée. Je me suis résolu à enquêter sur son histoire, espérant trouver une réponse, une explication qui pourrait me libérer de cette terreur. J'ai commencé à faire des recherches sur le vendeur et sur l'origine de la poupée. En fouillant dans des archives locales, j'ai découvert que la poupée appartenait autrefois à une femme nommée Marguerite Leclerc. Elle avait été impliquée dans des pratiques occultes et des rituels sombres avant sa mort tragique. Selon les histoires locales, elle avait utilisé la poupée comme un réceptacle pour ses sorts et ses malédictions. Après sa mort, la poupée avait été vendue à différents propriétaires, chacun finissant par rencontrer une fin violente ou mystérieuse. En réunissant toutes ces informations, j'ai compris que la poupée n'était pas seulement un objet maudit, mais une sorte de piège. Elle était liée à un cycle de souffrance et de malheur, et chaque fois que quelqu'un essayait de s'en débarrasser, la poupée revenait, apportant avec elle la malédiction de Marguerite. La nuit suivante, j'ai eu le cauchemar le plus horrifiant de tous. Je voyais enfin le visage de la figure voilée dans mes rêves. C'était celui de Marguerite, déformé par la haine et le désespoir. Elle me regardait avec des yeux pleins de rage et de tristesse. En me réveillant, je trouvais la poupée à côté de mon lit, souriant d'un sourire cruel, comme si elle me disait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. J'avais désormais compris que la poupée était condamnée à être une présence éternelle dans ma vie, et que j'étais piégé dans un cycle infernal. La malédiction de Marguerite était désormais mienne, et il n'y avait aucune échappatoire. Nous cherchions depuis un moment des meubles anciens pour donner un charme vintage à notre nouvelle maison. Ce week-end-là, on est tombé sur une vente de garage un peu spéciale dans une vieille et immense maison à l'abandon. Dès que nous avons franchi le portail rouillé, j'ai ressenti une étrange impression, comme si cette demeure avait quelque chose à cacher. Mais nous étions excités par l'idée de trouver une pièce unique. Et c'est là, au fond du jardin, sous une bâche poussiéreuse, que nous avons vu ce grand et imposant meuble en bois. Un vieux placard, magnifiquement sculpté, qui semblait avoir traversé les âges sans trop de dommages. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que mes doigts ont effleuré sa surface, un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai jeté un coup d'œil à mon mari, mais il avait l'air tout aussi fasciné par ce meuble que moi. On a négocié avec la propriétaire, une femme âgée qui n'a pas dit grand-chose, à part que le placard était là depuis bien trop longtemps. Son ton, presque soulagé de s'en débarrasser, m'a brièvement inquiété, mais je n'y ai pas prêté attention. On a chargé le placard dans la camionnette, content de notre trouvaille. Mais à peine étions-nous rentrés à la maison que j'ai commencé à regretter cet achat. Le premier soir, après avoir installé le placard dans notre salon, tout semblait normal. Pourtant, au milieu de la nuit, quelque chose m'a réveillé. C'était léger, presque imperceptible, mais j'ai entendu des petits bruits sourds venant du placard, comme si quelqu'un frappait doucement de l'intérieur. Je me suis redressé dans le lit, tendant l'oreille. Mon mari dormait profondément à côté de moi, complètement inconscient de ce qui se passait. Je me suis convaincu que c'était probablement la maison qui faisait ses bruits habituels, ou peut-être le bois du meuble qui se dilatait. Le lendemain,
J'aille mentionner ces bruits à mon mari, qui a haussé les épaules en riant. C'est juste un vieux meuble, il craque, cesse tout. J'ai essayé de me rassurer avec ça, mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Les nuits suivantes, les bruits se sont intensifiés. Ce n'étaient plus de simples craquements, mais des sortes de chuchotements, à peine audibles, comme des voix qui se mêlaient dans l'obscurité. J'ai commencé à me réveiller plusieurs fois par nuit, le cœur battant, fixant le placard dans le coin de la pièce, me demandant si tout ça n'était pas dans ma tête. Mais à chaque fois que je posais les yeux dessus, j'avais cette sensation oppressante que quelque chose ou quelqu'un nous observait. Une nuit, après une énième série de bruits inexplicables, nous avons décidé d'ouvrir le placard et de l'inspecter de plus près. Mon mari pensait que peut-être un animal s'était faufilé à l'intérieur lors du transport. Jay allumait la lampe de poche et ensemble, nous avons tiré les portes en bois massif. L'intérieur était sombre, vide, à première vue. Mais en regardant de plus près, mon cœur s'est figé. Au fond du placard, juste derrière les étagères, il y avait des marques, des griffures profondes, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper. Je suis resté sans voix, incapable de détourner les yeux de ces traces. Mon mari, plus pragmatique que moi, a essayé de trouver une explication rationnelle, mais je voyais bien dans son regard qu'il était tout aussi troublé. Ce qui m'a glacé le sang, c'étaient les marques de doigts. Elles étaient humaines, c'était indéniable. Comme si quelqu'un avait été enfermé là et avait tenté désespérément de sortir. À ce moment-là, j'ai senti une vague de panique monter en moi. Il ne s'agissait plus simplement de bruits étranges ou de chuchotements dans la nuit. Quelque chose de profondément dérangeant s'était passé avec ce placard, et il nous était désormais impossible de l'ignorer. Le lendemain, encore secoués par notre découverte, nous avons décidé de faire appel à un expert en phénomènes paranormaux. J'étais sceptique, mais nous n'avions plus aucune explication logique. L'expert est arrivé, un homme d'une 50aine d'années avec une expression grave, comme s'il savait déjà ce qu'il allait trouver. Dès qu'il a posé les yeux sur le placard, son visage s'est assombri. Il a commencé à examiner le meuble, murmurant des mots que je ne comprenais pas. Après quelques minutes, il s'est tourné vers nous et a dit d'une voix froide : « Ce placard a un passé sombre. » Il nous a raconté qu'il provenait d'un ancien manoir où se déroulaient des rituels occultes, pratiqués par une secte disparue depuis longtemps. Des sacrifices humains auraient eu lieu et le placard aurait été utilisé pour enfermer quelque chose, une entité, une présence qui ne pouvait pas être libérée. Je sentais mes jambes se dérober sous moi alors qu'il continuait. Ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce n'est pas le fruit de votre imagination. Quelque chose est piégé dans ce meuble et il cherche un moyen de sortir. Mon mari et moi étions figés, incapables de parler. L'expert nous a alors avertis que nous devions prendre des mesures rapidement avant que la présence ne devienne trop puissante. Mais la question restait, comment pouvions-nous nous débarrasser de quelque chose d'aussi ancien et dangereux? Les jours qui ont suivi la visite de l'expert ont été un véritable cauchemar. Les phénomènes se sont intensifiés. Les bruits de coups à l'intérieur du placard résonnaient à toute heure, devenant si violents qu'ils faisaient vibrer les murs. Les chuchotements étaient maintenant des cris étouffés, comme si quelqu'un ou quelque chose frappait avec rage pour être libéré. Nous étions terrifiés. Chaque fois que nous approchions du placard, un froid glacial envahissait la pièce et l'air devenait presque irrespirable. Nous ne pouvions plus rester dans notre propre maison sans avoir l'impression d'être observés, traqués. Une nuit, alors que mon mari tentait de dormir, j'ai vu les portes du placard s'entr'ouvrir lentement, sans bruit. Un souffle d'air glacé en est sorti et j'ai su que le temps était compté. Nous avons décidé de le détruire. Mon mari
armé d'une hache, a frappé le bois avec toute sa force. Mais chaque coup semblait faire écho dans la maison comme un hurlement de colère. Finalement, après plusieurs tentatives, le placard s'est effondré en morceaux, libérant une fumée noire et dense qui a semblé s'évaporer dans l'air. Mais alors que nous pensions en avoir fini, j'ai vu quelque chose. Une silhouette, juste un instant, qui nous observait depuis l'ombre avant de disparaître. Ce soir-là, nous avons quitté la maison, laissant tout derrière nous. Mais, même maintenant, j'ai l'étrange impression que cette chose, quoi qu'elle soit, n'a jamais vraiment disparu. Elle est peut-être encore là, quelque part, à attendre une autre chance de se manifester. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant pour ne rater aucune de nos histoires à faire frémir. Et si tu as aimé celle-ci, n'oublie pas de laisser un like. Profite aussi pour regarder cette autre histoire qui va te couper le souffle.